Bonsoir à tous et bienvenue dans Plus d'actu. L'extrême droite de Geert Wilders sera donc partie prenante du prochain gouvernement des Pays-Bas. On ne connaît pas encore le casting de ce gouvernement, mais on connaît désormais les grands axes de sa politique avec un durcissement sur l'immigration, un allègement des impôts, le retour du 130 km/h sur les autoroutes et pas trop d'empressement sur le climat. Alors comment et pourquoi des partis démocratiques acceptent-ils de gouverner avec l'extrême droite? Quelle sera la position du prochain gouvernement néerlandais vis-à-vis de l'Union européenne? Ce qui se passe à La Haye est-il de nature à inspirer les électeurs et les hommes et femmes politiques flamands? Ce sont les questions que nous allons débattre ce soir. Voilà, et deux invités sur ce plateau. Wouter Verskelden. Bonjour. Vous êtes journaliste politique, vous suivez la politique depuis longtemps. Vous aviez notamment écrit un ouvrage sur la formation du dernier gouvernement belge. Et Pascal Dehuys, vous êtes professeur de sciences politiques à l'Université libre de Bruxelles. Avant de vous donner la parole, comme chaque soir, un extrait de nos archives, une déclaration politique, c'est celle d'un élu belge au Parlement européen ce soir, Marc Bottenga du PTB, qui ne cache pas une certaine appréhension. On voit une alliance de plus en plus assumée par certains partis de droite avec cette extrême droite. Donc jusque-là, il y avait un accord au Parlement européen de dire voilà, l'extrême droite, comme elle est complètement antisociale, comme elle a des relents racistes ou xénophobes, enfin dépendant des partis qui siègent, on ne va pas leur laisser prendre des positions importantes au sein de ce Parlement. Aujourd'hui, nous voyons qu'une partie de la droite, je pense que ça s'est montré aussi aux Pays-Bas aujourd'hui, hein, le parti libéral hollandais qui s'allie avec cette extrême droite, ça c'est extrêmement inquiétant. L'ouverture a été faite par, entre autres, le parti de Madame Ursula von der Leyen. Vous avez vu qu'elle a été très proche finalement de Giorgia Meloni, hein, donc la dirigeante d'extrême droite de l'Italie. Elle a ouvert ça. Ici, très clairement, ouvertement, on voit qu'il y a une alliance, une coalition, un gouvernement de coalition aux Pays-Bas du parti libéral avec l'extrême droite hollandaise. Alors Pascal Dehuys, est-ce que l'analyse de Marc Bottenga est correcte? Est-ce que les digues sont en train de lâcher? Très clairement, dans la famille des partis conservateurs, oui. Les Pays-Bas, évidemment, on n'a pas un grand parti conservateur, mais si vous prenez d'autres États comme le Parti populaire autrichien, le Parti populaire espagnol, la coalition nationale en Finlande, pour ne prendre que quelques exemples, oui, très clairement, les partis conservateurs, d'une part, ont opéré un tournant à droite très régulièrement, et d'autre part, gouverne avec un parti d'extrême droite, soit directement, soit avec un soutien extérieur de l'extrême droite. Ça veut dire que cette notion de cordon sanitaire, qui est très souvent débattue en Belgique francophone, elle ne s'applique pas dans la plupart des autres États membres européens? Elle ne s'applique pas. Ou elle ne s'applique plus? Elle ne s'applique pas, et elle ne s'applique plus, en tout cas, dans un nombre appréciable de gouvernements ou d'entités régionales. Si vous regardez la situation aujourd'hui, vous avez un soutien extérieur ou direct au gouvernement en Suède, au Danemark, en Espagne, aux Pays-Bas demain. Ça a été le cas en Autriche, c'est le cas en Slovaquie, c'est le cas en République tchèque. Donc on est dans une configuration où c'est non pas encore banal, mais c'est très régulier que la droite radicale soit présente aux affaires ou soutiennent un gouvernement de l'extérieur. Alors, Wouter Verskelden, on vous avait déjà invité, hein, après les élections aux Pays-Bas. Quand même un petit rappel, comment est-ce qu'on explique le succès de Geert Wilders, qui est arrivé premier parti avec 27% des suffrages, 37 élus au Parlement néerlandais. C'est quoi? C'est le rejet de la politique traditionnelle? C'est la sanction de la coalition sortante? C'est un mouvement un peu populiste et un petit peu antipolitique? Où tous les électeurs de Geert Wilders sont vraiment d'extrême droite? Pas du tout. C'est un mélange de tous les éléments que vous avez mentionnés. Et il faut ajouter aussi que dans la campagne même, Geert Wilders a vraiment pris un virage. Il est devenu de plus en plus centriste. En fait, les Hollandais disaient Geert Milders. Ça veut dire milder en néerlandais, ça veut diminuer en fait les positions et focaliser plutôt sur l'achat de pouvoir d'achat, moins sur l'immigration, ce qui était très intéressant. Et quand on fait la comparaison, il faut le dire tout de suite, avec le Vlaams Belang en Flandre, une grande différence, parce que chez nous maintenant dans la campagne, pas du tout, plutôt un durcissement, plutôt de nouveau souligner l'immigration. Et ça n'était pas du tout le cas avec Wilders. Ouais. Alors on a maintenant un accord de gouvernement qui a été conclu il y a quelques jours ou quelques semaines aux Pays-Bas. On peut quand même parler d'un gouvernement qui va aller très à droite et qui va être effectivement marqué par des thèmes d'extrême droite sur l'immigration notamment? Oui, pas de discussion. Si on lit l'accord de gouvernement hollandaise,
On parle d'un opt-out, comme on dit, c'est-à-dire ne plus suivre les règles européennes et d'essayer en fait d'éviter les règles, de ne plus accueillir des demandeurs d'asile. Fermer toutes les institutions. Allez, ça va assez loin, en fait. On parle d'expulsion forcée aussi, tout à fait. La fin du la regroupement familial. Est-ce que c'est réaliste aussi, hein? Est-ce qu'ils peuvent, en fait, réaliser leur accord? Demander une dérogation aux politiques européennes, ça me semble assez surprenant. C'est envisageable parce qu'il y a tout de suite des positionnements qui sont essentiellement à destination de l'opinion. Alors, je pense qu'il y a les deux, c'est-à-dire, bien sûr, il y a de la com et parfois entre la com et l'effectivité, il y a un gouffre qui peut être très important, mais en même temps, je pense qu'il ne faut pas oublier qu'il va y avoir du changement aussi au niveau des politiques publiques de l'Union européenne. C'est-à-dire qu'il y a deux effets de la montée en puissance des droites radicales et de leur concours au gouvernement. D'une part, plus souvent, ils siégeront dans les conseils des ministres et au Conseil européen. Et d'autre part, ils vont intervenir, il ne faut pas l'oublier, dans le choix des commissaires de leurs États. Et donc, il faut aussi penser que le propos des partis qui ont négocié l'accord s'inscrit aussi dans une dynamique où, sans doute, que la législature 2024-2029 sera avec une commission plus marquée à droite. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les Pays-Bas, l'Italie, par exemple, font figure un petit peu d'exception. Ça risque d'être beaucoup moins exceptionnel demain, si je vous comprends bien. Ce sera moins exceptionnel demain. Et il n'y a pas que cela. Hein. La République tchèque, la Slovaquie, le Danemark, la Suède, ce n'est pas des exceptions, mais tous ces États vont voir les partis de droite radicale en leur sein influencer le choix du commissaire ou de la commissaire. Walter Waskel, ceux qui ont un peu de mémoire se rappellent qu'il y avait eu Pim Fortuyn dans un gouvernement aux Pays-Bas, c'était il y a une vingtaine d'années, en 2002 si je ne me trompe pas. Ça n'avait pas duré très très longtemps. Non. Ici c'est différent, c'est une coalition dont on peut penser qu'elle va être dans la durée ou il y a une forme d'instabilité chronique aux Pays-Bas? Écoute, c'est la vraie question hein, cette fois-ci aussi, parce que de nouveau on constate que le leader de ce bloc extrême droite, Geert Wilders, ne monte pas dans le gouvernement. Normalement, il y aurait Premier ministre, mais il y a eu 2 vétos du libéraux et aussi des chrétiens démocrates. Et je me demande franchement si c'est une bonne chose ou non, parce que de nouveau, comme ça, PVV, les extrêmes droites, prend cette position, bon, on saute dans le gouvernement, mais on n'est pas vraiment responsable. Notre tête, notre leader reste dehors. On cherche encore en fait un candidat Premier ministre. Et ça, c'est déjà un signe, je pense, d'une manque de stabilité. Il faut, normalement, dans la logique politique, que le plus fort, le plus grand prend ses responsabilités et incarne aussi cette politique du tout le gouvernement. Ça ne sera pas le cas. Je pense que c'est déjà un élément d'instabilité. Ça va prendre combien de temps encore pour qu'on connaisse le casting? C'est une question de jours, de semaines? Ça peut effectivement durer 2 mois ou plus, comme certains l'ont dit? Si les vétos de l'un et l'autre restent, il y avait un candidat qui était en fait ancien socialiste, Plastrek, mais apparemment des problèmes de déontologie, des autres éléments qui jouaient. Et je ne suis pas du tout vraiment spécialiste, mais je vois dans la presse néerlandaise qu'il n'y a pas des candidats évidents. Donc ça peut durer encore un petit temps. Alors la question qu'on va se poser maintenant, c'est de savoir si ce qui se passe aux Pays-Bas peut avoir un impact sur nos élections du 9 juin. Et évidemment, un impact plutôt du côté néerlandophone du pays. Je vous lis une déclaration de Tom van Grieken. C'était dans une vidéo qu'il a publiée sur les réseaux sociaux. Les Néerlandais ont donné un signal clair et vont enfin obtenir la gouvernance de droite qu'ils ont voulu. Après le 9 juin, ce sera au tour de la Flandre. Il y a un espoir du côté du Vlaams-Belang qu'il y ait un impact. C'est possible qu'il y ait un impact où on est dans 2 modèles et 2 systèmes médiatico-politiques séparés? Non, pas du tout. Hein. On sent au sein de Vlaams-Belang qu'il y a un certain esprit une volonté de faire la comparaison et de dire si c'est possible en Hollande, si c'est possible à Den Haag, pourquoi ce n'est pas possible en Belgique, à Bruxelles? Pourquoi est-ce qu'on peut, notamment au niveau flamand, pas créer notre propre gouvernement avec le Vlaams-Belang? Et c'est pas comme, je dis, à côté francophone avec Paris, qui est tellement le phare pour les francophones en Belgique, mais quand même, l'influence des Hollandais... C'est un argument de campagne. Est-ce que ça peut percoler jusqu'au niveau de l'électeur flamand? Est-ce qu'il peut se dire, tiens, finalement, puisque l'extrême droite est au pouvoir à La Haye, j'ai envie de voir la même chose à Bruxelles, en tout cas place des Martyrs? Je pense qu'il y a un sentiment autour de Vlaams-Belang pour le moment qui est clair. Ils sont dans le colonne des gagnants. On sait déjà dans les sondages qu'ils sont en train de gagner, et la vraie question se pose chaque fois, à chaque débat,
est-ce qu'il y aura une possibilité d'une coalition, et notamment vis-à-vis de l'NVA, qui ne répond pas clairement à ces questions? Est-ce que vous allez sauter dans le bain avec eux? Est-ce que vous êtes prêt à faire une coalition avec eux? Ouais, alors je vous repose la question dans un instant Tout sur à fait. l'attitude de la NVA. Pascal Deluitte, les sondages donnent quand même une assez large avance, effectivement, au Vlaams Belang, qui est donné donc côté gagnant du côté néerlandophone du pays. Les sondages vont avoir raison, le Belang ne peut plus être rattrapé, ce sera le premier parti au soir du 9 juin où le politologue prudent que vous êtes va tempérer l'affirmation. Écoutez, on va prendre un exemple. En 2009, on avait une dynamique pour la laisse de Dekker, semble-t-il. Les 15 derniers jours ont montré un arrêt de la dynamique et une inversion de la dynamique. La laisse de Dekker a perdu au profit de la NVA. On a été très surpris des résultats, non seulement dans le rôle linguistique néerlandophone, mais également dans le rôle linguistique francophone, où le débat c'était qui du PS et du MR sera premier, et le PS a devancé le MR de 10 points. Donc j'invite à la prudence par rapport au sondage. Néanmoins, ce qu'on doit observer, c'est que d'une part, il y a une dynamique NVA. Pour l'instant, il n'y a pas d'effet d'essoufflement de la dynamique NVA. Et surtout, il n'y a rien qui fait qu'elle pourrait être enrayée. C'est-à-dire, ni la NVA, ni l'OpenVLD, ni les socialistes n'ont échafaudé une stratégie qui permette éventuellement de brouiller cette dynamique. Ouais, c'est une vérité, ça, Waterschelkel. Il n'y a pas de combat idéologique ou culturel contre la NVA, non seulement dans les médias traditionnels, mais même sur les réseaux sociaux. Parce qu'on voit que contre le Vlaams Belang est très présent sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas réellement de contradiction, ou pas de contradiction qui porte. Il faut reconnaître que les temps ont changé et l'influence de notamment les réseaux sociaux est immense. Ils n'ont pas besoin des médias classiques, mais il y a, je pense, et ça c'est un changement profond, il y a au niveau des l'électorat, au niveau des citoyens, il n'y a pas du tout encore une pudeur, ou même on ose exprimer pour Vlaams Belang. On dit ouvertement qu'on va voter Belang. Ce n'était pas le cas il y a 10 ou 15 ans. Tout à fait. C'est une énorme évolution. Et là, c'est même avec une fierté, on peut dire qu'on s'annonce comme électeur de Vlaams Belang. J'ai vu cet week-end dans Le Tête, qui est un journal très respectué, un reportage qui était tout à fait favorable à comment, en fait, l'électorat flamand reçoit les têtes de Vlaams Belang à leur porte. Ouais. Quand le journal Le Soir dit, par exemple, ce matin, c'est sa une, que le programme de Vlaams Belang est inconstitutionnel, ça percole du côté néerlandophone ou pas du tout? Je pense qu'on entend cet argument et des autres depuis des années, et pour l'électorat, pour le moment, ça passe. Ouais. C'est un peu ça ne marque plus. Ouais. C'est un peu la même chose avec le cordon sanitaire même. Hein. Ça existe depuis 30 ans maintenant, mais en Flandre, c'est chaque fois le même débat, chaque élection. Et on constate que même le Vlaams Belang ignore ça et dit bon, on est prêt. Et la plupart des électorats ne sont plus vraiment occupés avec cette modèle. Alors, je pose la question centrale. Est-ce que le Belang, s'il est effectivement avec un très bon score aux élections du 9 juin, peut trouver des partenaires? On va imaginer d'abord pour monter au sein du gouvernement flamand. Au fédéral, ça semble un petit peu plus compliqué. La NVA ou d'autres peuvent gouverner avec le Vlaams Belang, ou pour l'instant c'est exclu? Il y a encore un cordon sanitaire qui existe en Belgique néerlandophone. Pascal Deluitte, pour commencer. Je dirais que par hypothèse, il y a un parti qui peut gouverner avec le Vlaams Belang, c'est la NVA, parce qu'une partie de son électorat consistante est favorable à cette hypothèse-là. Majorité, hein. Oui, on est sur du 60-40 à peu près. Mais contrairement à la situation qui prévaut aux Pays-Bas, on parle d'une région dans un cadre fédéral. Et que bien sûr, la NVA est aussi un acteur du jeu au fédéral. Et Bart De Wever, la direction et le leadership de la NVA, doit peser les avantages et les l'impact inconvénients éventuel d'une coalition avec le Vlaams Belang sur le niveau fédéral. Je dirais que ça, c'est sans doute le point qui brouille l'hypothèse, parce que s'il n'y avait pas ce point-là, je pense que le pas serait franchi. Alors, que dit la NVA? Est-ce que le discours est constant ou est-ce qu'il y a une inflexion ces dernières semaines ou ces derniers mois, Walter Verskel? C'est assez constant, c'est-à-dire ils ont toujours dit dès le début, on ne suit pas le cordon sanitaire, on n'a jamais signé le cordon sanitaire à un moment historique, parce que le parti n'était pas fondé à l'époque. Et deuxièmement, il y a au plan humain, entre Bart De Wever et Tom van Grieken, vraiment aucun rapport. Ça se voit chaque fois dans les débats qu'il y a une animosité difficile. Il y a Bart De Wever qui ne cesse pas de répéter que jamais avec lui. Mais en même temps,
il utilise le Vlaams Belang et il dit ouvertement, c'est un levier pour moi. Quand il y a les négociations qui viennent, ça sera un levier si on a une majorité. Je ne suis pas contre une majorité avec le Vlaams Belang, hypothétiquement, parce que comme ça, je peux aller négocier avec les autres. Comme le professeur vient de dire, ça joue au niveau fédéral, c'est-à-dire, à ce moment-là, s'ils ont une majorité au niveau flamand, ils peuvent mettre du pression sur tous les autres partenaires à côté flamand, et même francophone, de dire faites attention, on peut faire une coalition. Alors je vous propose une deuxième déclaration pour avancer un petit peu dans le débat. On va remonter très loin en arrière. On est le 23 novembre, on est donc au lendemain de la victoire de Geert Wilders aux Pays-Bas. On recevait ce jour-là dans notre matinale Georges-Louis Boucher. On écoute comment il commentait ces résultats néerlandais. Il y a une série d'injustices dans notre société qui sont devenues intolérables pour nos concitoyens. Je vous donne plusieurs exemples. À partir du moment où l'inactivité est mieux récompensée que le travail, eh ben oui, ça énerve. À partir du moment où on voit que dans des quartiers, on laisse faire le trafic de drogue, la délinquance, qu'il y a de plus en plus de personnes désœuvrées, ah ben oui, fatalement, ça énerve. Quand on voit le gaspillage d'argent public, ah ben oui, ça énerve. Et surtout, quand on entend des politiques qui ne sont pas capables de dire la vérité aux gens parce qu'il faut être politiquement correct, parce qu'ils ont peur pour leur coalition, eh ben oui, ça énerve. Résultat des courses, à la fin, vous avez les populistes. Est-ce que vous n'êtes pas en train de valider toute une série d'arguments ou d'éléments de langage qui sont justement des éléments de langage de partis populistes? Ben, je suis désolé, c'est malheureusement la réalité. Et donc moi, je vais vous dire une chose, je commence aussi à en avoir un peu marre que quand on dit une série de vérités, on vous dit, ben voilà, vous êtes un populiste, vous faites le jeu des extrémistes. Mais je suis désolé, si l'extrême droite dit que la Terre est ronde, je vais quand même pas dire qu'elle est plate. Voilà, extrait donc d'une interview du 23 novembre de l'année dernière. Ici, je paraphrase le reste de l'interview. Le président du MR estimait que les partis démocratiques portaient donc une part de responsabilité dans le succès des partis populistes et d'extrême droite. Mais il disait aussi dans cette interview que jamais le mouvement réformateur ne gouvernerait ni avec le Vlaams Belang, ni avec le PTB. Pascal Delouit, ce qui vient d'être dit, il y a 10, 15, 20 ans, on aurait pu l'entendre dans la bouche d'un président de parti en Belgique francophone? Ouais, ça dépend les périodes en réalité. Il y a 10 ou 15 ans, non. Il y a 35-40 ans, oui. Donc il faut voir que ce n'est pas dans une perspective linéaire. Si vous prenez, je dirais, la décennie 80 en Belgique, il y a un relent xénophobe et raciste très présent. Et puis ça s'est atténué dans les années 90 et au début des années 2000. Et puis c'est revenu. Donc il y a des évolutions, mais on ne l'aurait certainement pas entendu, par exemple, sous la présidence de Louis Michel ou sous la présidence de Didier Reynders, pour prendre le parti dont est issu Georges-Louis Boucher. Ouais. Est-ce qu'on peut dire qu'on assiste aujourd'hui, pas qu'en Belgique d'ailleurs, mais au sein de l'ensemble de l'Union européenne, une forme de droitisation des discours? Oui, ça c'est assez observé. C'est observé dans la communauté politologique. Non seulement, bien sûr, on voit la montée en puissance des droites radicales comme parti, électoralement et politiquement, mais on observe, comme je disais tout à l'heure, essentiellement dans le chef des partis conservateurs, mais pas uniquement. Ça peut concerner certains partis libéraux, certains partis sociaux-démocrates aussi, une forme de droitisation, oui. C'est la même chose en Flandre. Il y a un glissement vers la droite des discours et des positionnements politiques? Oui, en fait, ce matin, c'était première page de Standard, une enquête de l'Université d'Anvers, je pense, qui démontre en fait tout ça. Que les positions, il faut juste regarder aux positions des socialistes en Flandre qui ont aujourd'hui, qui ont copié un peu le modèle des socialistes danois au niveau de l'immigration. C'est en comparaison avec même le PS, c'est très très droite. Ouais. Est-ce qu'il y a un réflexe de vote de barrage dans l'opinion flamande? Est-ce qu'il y a des gens qui se disent moi je dois faire absolument barrage, qu'on a pu observer en France par exemple, avec un vote Chirac ou un vote Macron, il fallait faire barrage à la famille Le Pen. Est-ce qu'il y a des mouvements de ce genre-là en Flandre ou pas du tout? Pas du tout, parce que il y a de nouveaux vorettes qui essayent un peu de prendre cette position. On est le leader de gauche et un vote pour nous, c'est la meilleure façon de battre l'extrême droite. Mais je ne vois pas dans la campagne que ça tient. Et il n'y a pas vraiment une alternative. Il y a aussi, quand on voit la lutte dans la campagne maintenant, la lutte est plutôt pour le centre et pour ces votes qui sont non Vlaams Belang. Mais déjà, je pense, dans les têtes de présidents flamandes, les 25-30% peut-être de l'électorat sont déjà partis. Et le seul qui fait le lutte avec Vlaams Belang, ça reste quand même un vert. Mais comme ça, c'est stratégiquement aussi important pour lui de ne pas fermer la porte trop fort et de rester un peu
on dit non, allez, on ne s'exprime pas tellement sur... Il y a une ambiguïté, on laisse ça. Un petit peu de flou. Tout à fait. Alors, une dernière question, je voudrais qu'on s'interroge sur ce qui se passe passer au Parlement européen. Il y a des interrogations aujourd'hui au sein du groupe Renew, donc le groupe des libéraux européens, pour savoir si le parti néerlandais a encore sa place ou si le fait qu'il se soit allié à un parti d'extrême droite signifie qu'on doit prendre ses distances, voire l'exclure du groupe. Ça reviendra après le 9 juin. On peut réellement penser que les libéraux néerlandais pourraient être exclus du groupe Renew ou c'est un petit moment d'émotion et ça va se calmer, Pascal Deluit? Il y a deux dynamiques. Il y a une dynamique, il faut qu'on choisisse à un moment donné, mais en même temps, il y a une autre dynamique qui est, il va y avoir des affaiblissements des groupes des partis démocratiques, par définition, et que donc ça va jouer dans les décomptes pour les postes, pour les temps de parole, pour les salles, etc. Donc je pense que cette dynamique va s'estomper. Mais ce qu'il faut bien observer, c'est que politiquement, c'est une erreur stratégique, c'est-à-dire les partis conservateurs et les partis libéraux qui ne font pas le boulot sont sanctionnés électoralement aux élections. Regardez les Républicains en France, regardez le VVD aux Pays-Bas, regardez la NVA. La NVA a fait en 2019 moins qu'en 2010 sa première grande percée et elle fera moins sans doute en 2024 qu'en 2019. Question sur le prochain, on l'a déjà un peu abordé tout à l'heure, sur le prochain Parlement européen, la prochaine Commission européenne. Vous voyez l'extrême droite prendre des positions, être parmi les faiseurs de roi au sein de la Commission européenne, entrer dans cette espèce de majorité qui dirige le Parlement européen ou pas? Je pense qu'on n'y sera pas encore et par ailleurs, ce qu'il faut bien souligner, c'est qu'il y a une faible homogénéité entre les partis de droite radicale. On le voit d'ailleurs dans l'actualité, quand Marine Le Pen dit désormais je ne siégerai plus avec l'AfD, le parti de droite radicale allemand. Mais c'est clair qu'il y a déjà une influence notable par l'Italie, par la Finlande, demain par les Pays-Bas, au Conseil et à la Commission. On a changé d'époque. Walter Weskel, l'extrême droite est en train de devenir peut-être incontournable et peut-être fréquentable? Oui, mais l'extrême droite même change. Et je pense que ça, c'est intéressant à suivre, cette évolution. Comme je viens de dire, le PVV de Geert Wilders a beaucoup évolué. Vous avez mentionné Giorgia Meloni, aussi au Finlande. Là, on voit une évolution vers quand même de l'extrême droite à radicale droite, mais quand même au centre. Et là, le choix de Vlaams Belang, notamment, est très clair. Ils ne peuvent pas s'exprimer comme Marine Le Pen et prendre du distance avec leurs amies allemandes. Ça reste une extrême droite dure. Reconfirment chaque fois qu'ils sont des vrais extrémistes. Et ça, c'est une évolution qui bloque les choses aussi en Flandre. Merci, Walter Weskel, donc journaliste politique. Merci d'avoir été avec nous. Pascal Deluit, professeur de sciences politiques à l'Université libre de Bruxelles. Merci également. Demain soir, on parlera de complètement autre chose. On parlera de football et de la fin des playoffs. On essaiera de tirer un petit peu le bilan des 3 clubs bruxellois qui étaient engagés en division 1A cette année. On sera avec André Ngang et Guillaume Ratz. Et puis demain matin, dans notre matinale Bonjour Bruxelles, on recevra Khalil Awasti et Sven Gatz. Continuez à bien vous informer et à demain.